Audace et intuition au féminin. Alors aujourd'hui, nous accueillons Sylvie Dorsan. Bonjour Sylvie. Bonjour Agnès. Alors bienvenue dans ce sommet. Merci. Alors, je te laisse te présenter. Oui. Alors je suis Sylvie Dorsan. J'accompagne les enfants et les adolescents avec des troubles 10 et TDAH pour avoir plus confiance en eux, pour trouver leur propre stratégie d'apprentissage et pour gagner en autonomie. Ouais. Voilà. Ça c'est vraiment un beau métier. Hein. Oui. C'est sûr. Travailler avec les enfants, c'est du pur bonheur. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc alors, comment les accompagnes-tu? Alors, je les accompagne en fait dans la partie d'accompagnement. Il y a 3 phases. Et la première étape où je vais découvrir en fait leur fonctionnement neuronal, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs forces, leurs qualités, etc. Et ensuite, on va enrichir ces stratégies pour donner donc de nouvelles stratégies, pour les adapter en fait après pour le monde de l'école. Donc dans la 3e partie, je vais transférer en fait au monde de l'école. D'accord. Ah oui, oui. Pour les amener vers leur évolution, leur apprentissage. Voilà, donc ça dépend. Donc, certains viennent me voir parce qu'ils ont des difficultés en classe pour, par exemple, la mémorisation. D'autres, c'est pour la compréhension. D'autres, ça peut être pour l'autonomie aussi. Ou aussi... Bien sûr, suivant les besoins de voilà, l'enfant. suivant. Donc, c'est vraiment quelque chose d'adapté à l'enfant. C'est quelque chose un peu de... Vraiment... la haute couture, on va dire presque. Hein. Je m'adapte à chaque fois à l'enfant et c'est pas l'inverse en fait. Ah, ça c'est très important. Voilà. Très important. Et quel est ton parcours pour en être arrivé à aider les enfants? Oui. Alors en fait, à la base, j'étais ingénieure chimiste et l'humain n'était pas au cœur de mon métier, clairement. Donc voilà. Donc c'était quelque chose qui me manquait et donc je me suis orientée vers le métier de formatrice. Mais notamment pour des ados et des adultes, mais qui n'avaient pas réussi à avoir un diplôme. Ah oui, c'est bien. Voilà. Et donc, dans ce centre de formation, je les accompagnais pour passer leur CAP ou leur bac pro. Voilà, donc c'était des petits groupes, c'était assez bien fait. Puis on travaillait déjà en remédiation cognitive. Donc j'avais eu déjà des formations pour accompagner les enfants un petit peu différemment que ce que l'on fait en fait à l'école. Et puis, en parallèle, je suis devenue aussi maman. Et voilà. Et donc, lorsque mon fils est rentré donc, au CP, il n'est pas arrivé à lire comme tous les enfants. Il n'est pas arrivé à écrire comme tous les enfants. Et là, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis informée. J'ai cherché pourquoi il n'y arrivait pas en fait. Et donc, on a découvert qu'il était dyslexique, dyspraxique et TDAH. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est trouble déficitaire de l'attention. Et donc, j'ai cherché des solutions, d'abord pour l'accompagner, ensuite pour aider ces enseignants qui étaient parfois dépourvus, ne savaient vraiment pas comment faire. Et puis, de fil en aiguille, entre mon métier de formatrice et mon métier de maman, hein, parce que voilà, c'est aussi un métier, et bien en fait, je me suis orientée vers l'orthopédagogie, qui est une profession peu connue en France, mais qui est très connue au Québec. C'est une profession qui est connue depuis les années 60 au Québec. Et donc c'est basé sur tout ce qui est les neurosciences, les stratégies neurodéveloppementales et voilà, on va chercher en fait pourquoi il n'y arrive pas, comprendre en fait peut-être qu'il y a la gestion des émotions qui est au milieu et puis lui faire aussi comprendre comment fonctionne son cerveau. Voilà. Donc de fil en aiguille, donc je suis devenue orthopédagogue et donc maintenant j'accompagne des enfants. Donc j'ai accompagné les miens avec succès puisque maintenant ils sont un petit peu grands. Et puis j'en ai accompagné d'autres aussi qui sont maintenant en terminale et donc qui connaissent le succès. Alors qu'au départ, on pensait, c'est pas moi qui pensais, hein, c'était le corps enseignant, pensait que ces enfants-là, ils n'y arriveraient jamais.
Voilà. Alors ça, c'est une belle réussite. Hein. Ouais. De voir les enfants qu'on a accompagnés, d'abord ses propres enfants. C'est ça. Parce que quand on est maman et quand on a des enfants avec les troubles, c'est très compliqué à gérer, ça je connais, parce que j'ai eu ma fille qui, hélas, n'a pas été bien orientée. On a été plutôt orienté vers orthophoniste. Alors, ça l'a aidé, mais on n'a pas été approfondir comme toi, tu peux le faire. Et je pense que ça a été très dommage pour elle, parce que du coup, ça a été compliqué, toutes ces années scolaires ont été compliquées. Hein. Tandis qu'en mettant en place ce que tu dis, effectivement, savoir comment il fonctionne, ça c'est très important. Et on devrait tous effectivement se pencher de ce côté-là. D'autant plus que le système scolaire ne fonctionne pas pour tout le monde. C'est ça. Bien souvent, le système scolaire veut mettre les enfants dans des moules. C'est ça. Et ces enfants-là, en fait, ils ne rentrent pas dans ce moule, clairement. Et donc, en fait, avec cette approche d'orthopédagogie, on apporte un autre regard, une autre façon, et puis une compréhension aussi de l'enfant. Et ça, lorsque l'on l'explique aux enseignants, des fois ils se disent « Ah oui, mais c'est vrai, je ne peux pas lui expliquer ça comme ça », et donc ils changent eux-mêmes leur stratégie. Et donc c'est vrai qu'on est complémentaires par rapport à de l'orthophonie qui, elle, va rééduquer tout ce qui est acquisition de l'oral, acquisition de l'écrit, etc. On n'est pas contre l'orthophonie, ou bien au contraire, on travaille avec. Mais c'est quelque chose qui maintenant se développe en France de plus en plus, et c'est quelque chose qui apporte un autre regard, une autre façon de faire, et on prend l'enfant vraiment dans toute sa globalité. C'est ce qui est important, voilà. Très important. Et donc, quel est l'accompagnement que tu proposes? Alors, d'abord, j'ai créé un produit en ligne qui permet en fait de comprendre quelles sont les difficultés de l'enfant. Est-ce qu'il s'agit de troubles? Est-ce qu'il y a un problème psychologique? Est-ce que ce sont les émotions? Voilà, il y a un tas de choses qui peuvent intervenir au milieu. Ensuite, connaître aussi tous les thérapeutes qui gravitent autour, parce qu'il y en a différents. Chacun son métier, et moi je ne peux pas faire des choses que je sais pas, un graphothérapeute fait. Voilà. Et puis ensuite, donc, je vais donner des outils aux parents pour pouvoir accompagner en fait leurs enfants. Donc voilà, donc ça c'est un programme qui est en ligne, qui va être disponible, qui va permettre aux parents de mieux comprendre les difficultés de leurs enfants, mais aussi pour pouvoir les accompagner un petit peu plus dans la durée. Oui. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les apprentissages, ce n'est pas que l'école. C'est-à-dire que quand on va passer notre permis, il y en a beaucoup qui vont avoir ces difficultés-là de passer le code. Je connais des enfants 10 qui ont passé 9-10 fois le code parce qu'ils ne sont pas arrivés. C'est compliqué, c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. Voilà. Et puis, tout au long de notre carrière professionnelle aussi, on fait des formations. Et donc, le fait d'apprendre, de se connaître, de savoir quelles sont ses forces, comment je peux faire pour mettre en place des stratégies, eh bien en fait, ça va être utilisable sur toute notre vie en fait, parce qu'on apprend tout le temps. On apprend tout le temps, ça c'est très vrai et c'est très important. Parce que, et puis surtout finalement, c'est important de le faire petit, mais finalement, il n'y a pas d'âge. Non. On peut très bien, nous adultes aussi, aller vers toi. Bien sûr. Parce qu'on a eu ces troubles peut-être petits, effectivement. Et du coup, ils n'ont pas été réglés. Et en formation, on s'aperçoit qu'en bataille. Donc ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Oui. Parce que c'est vraiment une autre façon d'apprendre et de pouvoir assimiler, quoi. Oui, et je me rappelle en fait d'une personne qui a fait la même formation que moi en fait, et qui ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à suivre en fait la formation, parce qu'elle était tout le temps en train d'écrire et puis elle n'arrivait pas à écouter le formateur, et à un moment donné je lui dis mais stop, parce que en fait tu ne peux pas faire deux choses à la fois, tu es en double tâche, donc en fait il faut t'arrêter, arrête d'écrire. C'est certainement celle-là de double tâche qui est un petit peu embêtante. Tu vas écouter simplement ce que dit le formateur. Sinon tu l'enregistres, peu importe. Si tu veux après le réécouter, tu prendras des notes plus tard. Mais pas faire deux choses à la fois. Et rien que ça, donc c'est une personne quand même qui a plus de 40 ans, donc rien que ça, quand je l'ai revue plus tard, elle m'a dit mais merci. Merci parce que
j'étais tout le temps en train de dire aux autres, mais j'arrive pas à suivre, qu'est-ce qu'elle a dit, etc. Et donc elle n'y arrivait pas. Donc c'est vrai que voilà, il faut se dire que ce qu'on fait petit, au niveau des apprentissages, ça nous porte toute la vie. Toute la vie. Parce que malheureusement, elle aurait eu l'apprentissage que tu permets aujourd'hui aux enfants d'avoir dès leur plus petit, dès leur plus tendre âge, en fait. Et ben, ça permet de ne pas avoir ces lacunes et de ne pas se retrouver à 40 ans avec les difficultés qui nous poursuivent toute une vie. C'est ça. C'est d'où l'importance de le faire petit. Vraiment, c'est quand on est petit qu'il faut effectivement changer un petit peu et voir vers quoi on peut s'orienter pour parer à ces difficultés. Oui. Ça, c'est vraiment très important. Et puis comprendre comment on fonctionne, que les émotions aussi sont importantes. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à bien gérer nos propres émotions, eh bien, à un moment donné, on est bloqué. Ouais. Et en fait, en leur expliquant comment fonctionne le cerveau, ils comprennent que, oui, effectivement, il faut bien gérer ses émotions. Parce que sinon, le syndrome de la page blanche, on l'a tous connu. On l'a tous connu. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir comment fonctionne son cerveau, quelles sont nos forces et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer en fait. C'est super. Et donc, quelle solution tu proposes? Alors, donc il y a cette solution qui est en ligne. Et ensuite, on peut avoir un accompagnement en face à face, donc en visio ou bien en présentiel. Et donc, c'est un accompagnement de 8 séances où en fait, je vais faire participer le parent. Parce que pour moi, en fait, le parent, c'est important. Voilà. Il ne faut pas que je fasse des choses en cabinet et qui restent au cabinet, en fait. Pour moi, le parent, il doit être là. Et je dois lui apporter des outils pour aider son enfant au quotidien. Donc c'est vraiment, la première séance d'abord, on la passe ensemble, tous les trois. On échange sur les difficultés de l'enfant, quelles sont ses difficultés. Enfin, on fait vraiment un tour global en fait, de l'enfant. Et puis ensuite, au milieu de l'accompagnement, je revois les parents. Alors ça peut être au téléphone, bien sûr, on n'est pas obligé de les déplacer, voilà. Mais ça permet d'échanger et de donner déjà quelques petites stratégies à mettre en place avec l'enfant pour l'accompagner dans ses apprentissages. Et puis après à la fin aussi, donc on se revoit pour savoir si on a bien mené, on va dire, l'objectif, si on est bien allé d'un point A à un point B avec l'enfant, s'il y a des choses à remettre en place, est-ce qu'il faut peut-être d'autres séances ou pas, voilà. Donc en général, je gère sur à peu près 8 séances, parce que ça me permet vraiment d'amener un enfant d'un point A à un point B. Parce que des fois, il y a des transformations au bout de 1 ou 2 séances. Oui. Mais des fois, c'est pas consolidé. C'est ça, il faut consolider. C'est ça. Et d'où l'importance que tu dis, Sylvie, aussi, c'est que ça se fasse, c'est un accompagnement, en fait, qui se passe entre 3 personnes. Ouais. Donc toi, Sylvie, l'enfant, bien sûr, mais le parent aussi. Voilà. Les parents. Ouais. Parce que bien souvent, si tu regardes bien dans les écoles, en fait, et j'ai rien contre les écoles, mais on laisse le parent dehors et on l'implique pas assez, on lui dit pas comment il faut faire en fait. Non. Voilà, clairement. Voilà. On nous dit il faut faire apprendre la leçon à votre enfant. Oui, mais comment? Non, on ne sait pas comment en fait. Clairement, on ne sait pas. Et puis son enfant il est bien particulier, il est différent de nôtre, donc. Donc si on pouvait accompagner le parent à connaître mieux le fonctionnement de son propre enfant, de manière à ce qu'il puisse l'accompagner, tout simplement au quotidien, parce qu'au final, c'est lui qui va faire les révisions le soir, voilà. C'est lui, mais lui avec le parent bien souvent, et ça finit souvent en bagarre, en crise de larmes, en conflit, voilà. Parce que l'enfant ne peut pas faire, qu'il dit souvent, mais t'as rien compris, c'est pas ça, et nous, on ne sait pas. C'est ça. Comment on lui a appris, comment on lui a dit d'apprendre. Donc, et puis des fois, en tant que parent, on veut donner en fait notre propre façon de faire à l'enfant, alors qu'en fait, on est tous différents. Et en fait, c'est pas parce que moi j'apprends d'une certaine façon que l'enfant va apprendre pareil. C'est pas parce que c'est mon sang, on va dire, que c'est ça qui va fonctionner. Il va fonctionner comme moi. C'est pas possible. Et bien souvent, les parents se basent sur ça.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a des conflits, parce que le parent se dit, non mais moi ça marchait, et je comprends pas pourquoi toi ça marche pas, et voilà. Donc voilà, déjà leur faire comprendre déjà comment fonctionne leur propre enfant, ça les aide grandement pour les soirées de devoirs déjà. Voilà. Et puis après, bien sûr, on vise l'autonomie. C'est pas le tout le fait de donner des outils aux parents ou de lui dire comment il fonctionne son enfant. C'est pas de dire à l'enfant, bon ben c'est bon, papa et maman sont là, c'est eux qui vont gérer. C'est rendre l'enfant autonome. Voilà, petit à petit, on leur donne des outils, ok, mais à un moment donné, on rend aussi l'enfant autonome et vraiment, il faut qu'il s'investisse dans ses apprentissages, qu'il comprenne que c'est pour lui et pas pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est vraiment un très beau programme et des belles solutions que tu apportes avec certainement de beaux résultats. Oui, ben oui. Et sinon, quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors, ma personne qui m'inspire le plus, c'est Maria Montessori. Voilà. C'était donc une médecin pédagogue au siècle dernier. Elle a voué sa vie en fait vraiment aux enfants pauvres qui n'avaient pas la possibilité d'apprendre comme tous les autres. Hein. Ils n'avaient pas cette chance. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a changé vraiment les façons d'apprendre. Elle a réinventé la pédagogie. Et donc, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elle est allée à l'encontre en fait des choses formatées, des choses bien ancrées, bien voilà, établies. Et donc, actuellement, il y a encore des écoles qui portent son nom. Ah oui. Voilà, avec beaucoup d'outils. Et il y a même des jeux, des livres, des méthodes Montessori, il y a beaucoup. Hein. Voilà. Et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui a changé les choses. Et donc c'est vrai que pour ça, je l'admire beaucoup. Et en plus, bon, elle a dévoué quand même sa vie à des enfants qui étaient quand même dans une grande détresse quelque part. Hein. Ils étaient pauvres, ils étaient voilà, pas d'un milieu social où ils pouvaient étudier comme tout le monde, etc. Donc voilà, donc chapeau à Maria Montessori. Oui, ça c'est sûr. On voit que tu es vraiment passionnée par ton métier. Merci. C'est vraiment quelque chose qui te porte d'aider ces enfants. Oui, déjà ça m'importe parce que ça a touché le mien déjà. C'est ça. Donc je pense qu'en étant moi-même à l'intérieur, je sais ce que les parents ont vécu, etc. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Ce qu'ils ont, tout ce qu'on a traversé, parce que voilà, mais bien sûr. Voilà, on a eu des hauts et des bas, hein, et bien sûr d'avoir réussi aujourd'hui. Voilà, et après, donc voilà, de pouvoir donner, ne serait-ce que la petite flamme là, dans les yeux des enfants, c'est top. Ça c'est sûr. On voit que tu en parles vraiment avec énormément de passion. Ouais. Et du coup, si tu avais une baguette magique, parce qu'on n'a pas envie de te la donner. Alors, si j'avais une baguette magique, j'aimerais en fait que tous les enfants puissent apprendre en fait à connaître leur cerveau. J'aimerais que ça soit presque une matière en fait à l'école. Parce que voilà, comme je disais, on nous dit d'apprendre, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment fonctionne notre cerveau. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il faut comprendre qu'il y a des choses qui rentrent dans les apprentissages, comme la gestion des émotions, voilà, le sommeil, c'est des choses basiques, mais l'alimentation. Oui. Donc déjà, moi je dis aux parents, voilà, faire attention à tout ça, déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, j'irai aussi aux parents quand ils font les devoirs, il faut vraiment qu'ils soient investis sur ces devoirs. C'est-à-dire que de ne pas se dire, tiens, il faut que j'aille préparer à manger, il faut que j'aille faire ceci, cela, etc. Parce que sinon, ça va durer beaucoup plus de temps, ça c'est clair. Donc déjà, prévoir un temps pour cette période de devoirs qui est des fois compliquée, il faut le dire. Et puis, avoir un endroit aussi un petit peu à part. Parce que quand il y a la petite sœur qui gravite autour, ou quand on est dans la cuisine, etc., c'est pas forcément le plus approprié, c'est clair, pour mettre les apprentissages en route, il faut se le dire. Hein. Oui, parce que quelquefois ça arrange la maman de le mettre dans la cuisine parce que pendant ce temps elle fait le repas, alors que non, il faut vraiment rester juste focus sur l'enfant. Et donc c'est vrai que voilà, quand on revient de l'école, se dire voilà, on va prendre un instant pour lui.
peut-être dans un bureau ou dans un endroit un peu à part, où on a tout à disposition aussi, parce que les enfants 10, bien souvent, ils s'éparpillent, ils ont leurs affaires de partout, donc il faut toujours avoir des doublons, hein, parce qu'ils oublient bien souvent la trousse ou voir le cartable à l'école. Et donc, déjà, ça met dans une meilleure condition. Voilà. Et puis, donc, comme je disais, donc, gérer les émotions, peut-être gérer les émotions de la journée, parce que peut-être qu'ils reviennent, mais peut-être qu'ils se sont disputés avec leurs copains. Peut-être que ça ne s'est pas bien passé avec la maîtresse. Donc vraiment prendre un temps pour se recentrer et évacuer ces émotions-là. Peut-être qu'il y a un trop plein. Alors comment tu conseillerais justement pour que... Est-ce qu'il faut qu'ils aient une petite pause entre le temps de la sortie de l'école? Oui, il faut effectivement qu'il y ait un temps entre la sortie d'école et le début des devoirs. Parce que tout simplement, enfin, c'est notre reptilien, hein, on est au niveau du cerveau reptilien, il a besoin en fait vraiment de boire, manger, se reposer et éventuellement un petit peu évacuer le stress de la journée. Alors il y en a certains, ça va être peut-être faire un foot, mais alors vite fait, voilà, hein, on ne reste pas non plus 1 heure. Hein, oui. Voilà. Mais il y en a certains qui ont besoin d'un défouloir. Ouais, donc il faut voilà, leur faire le goûter, faire la pause goûter, passer aux toilettes aussi, parce que si vous avez des besoins vitaux, vous n'allez pas faire le travail, c'est comme nous, hein, voilà, c'est humain, hein, c'est normal. Et puis ensuite, voilà, se défouler. Et puis, s'il y a eu un trop plein d'émotions, parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose un petit peu trop intense sur la journée, surtout apprendre à son enfant à respirer. Et donc, apprendre son enfant à respirer, non pas à ce niveau-là, je leur dis bien souvent, mais au niveau du ventre. Voilà, hein, respiration ventrale. Et donc je leur dis, bien souvent je leur fais l'image, et il y en a beaucoup qui me disent oui, alors moi je fais bien ça. Je leur dis, alors quand tu inspires, tu fais le ballon, et quand tu expires, tu fais la crêpe. Et alors il y en a qui sont rigolos parce qu'ils me disent, j'ai super bien fait le ballon et la crêpe. Donc l'innocence des enfants, voilà, c'est ça. C'est tellement mignon. Ouais. Et donc voilà, donc c'est vrai que je donnerai tous ces petits conseils déjà à mettre en place aux parents qui ont des enfants qui sont déjà peut-être dans la difficulté. C'est pas dit qu'il y ait des troubles. Des fois, c'est cinq choses, hein, gérer les émotions, gérer le sommeil, gérer un temps de pause, etc. Déjà, il y a des enfants qui vont rentrer beaucoup plus facilement dans les apprentissages. Rien qu'avec ça. Donc déjà, essayez ça. Et puis ensuite, si vraiment il y a encore des grosses difficultés, il va falloir se renseigner. Et donc, moi, c'est vrai que je propose cet accompagnement en ligne, où vous pouvez en fait mieux repérer est-ce que mon enfant a une difficulté ou pas. Voilà. Est-ce que c'est nécessaire de consulter ou pas. Voilà. Et puis après, il y a toutes les démarches, que ce soit les aménagements aux examens, mais aussi monter un dossier LDPH, etc. Parce que voilà, quand on commence à mettre des fois le doigt sur un trouble, il y a des fois tout un parcours. Des fois on le qualifie de parcours du combattant, mais c'est un petit peu ça. Et c'est vrai que moi ça m'a manqué à mon début en fait, parce que j'avais personne en fait qui m'a expliqué ce qu'il fallait mettre en place. Oui. Et donc dans cet accompagnement, moi je veux vraiment que le parent il se sente aidé du début à la fin. Et toi tu joues ce rôle. Ouais. Tu accompagnes vraiment du début à la fin. C'est ça. Savoir si l'enfant a une difficulté déjà, s'il en a une, quelle est sa difficulté, et ensuite savoir ce qu'on met en place pour l'enfant. C'est ça. Donc ça c'est vraiment une chance de pouvoir se faire aider, hein. Chose que tu n'as pas eue, quoi. Ben, c'est ça, en tant que parent, c'est vrai que moi je suis allée chercher des infos dans des conférences, je me suis déplacée des fois, j'ai fait pas mal de kilomètres, je suis montée à Paris, à Marseille, enfin bon, je suis allée de partout pour avoir des infos. Alors c'est vrai que sur le net il y a tout et n'importe quoi, mais des fois, voilà. Mais avoir quelqu'un qui vous dit, bon ben voilà, il a ça et ça comme, entre guillemets, comme symptôme ou comme problème, peut-être que c'est ça. Ça ne va pas remplacer un diagnostic, hein, attention, hein. Mais déjà ça va vous aiguiller, bien sûr. Voilà, ça va vous aiguiller et ça va vous orienter vers les thérapeutes qui sont là, ou alors vers l'orthopédagogie s'il y a besoin d'un accompagnement dans les apprentissages bien spécifiques. Voilà. Et qu'est-ce qui serait dissuasif pour que tu n'accompagnes pas l'enfant? Alors, ce qui serait dissuasif, je dirais en fait si l'enfant a un problème, par exemple,
qui n'est pas de ma compétence. Par exemple, un enfant qui n'arrive pas à bien écrire, mais il n'a que ça comme difficulté. Ça arrive des fois parce que le positionnement des doigts n'est pas comme il faut, ça peut arriver, voilà. Donc il y a des rééducations qui sont possibles, donc je vais l'envoyer soit chez une graphothérapeute, soit chez une ergothérapeute qui va gérer en fonction de la difficulté de l'enfant. Voilà. Donc ça m'est arrivé une fois où voilà, la maman m'a mené l'enfant, une fois qu'on avait fait le bilan, en fait, il n'y avait que cette difficulté-là. Donc certainement que l'enfant avait dû apprendre à écrire avec peut-être des mal, enfin, c'est le positionnement de ses doigts qui était peut-être pas bien. Donc du coup, voilà, je l'ai orienté vers une autre personne parce que tu as vu qu'il n'avait pas de problème. Il n'avait pas d'autres problèmes. Pas besoin c'est ça. de surcharger l'enfant avec des choses dont il n'a pas besoin et tu orientes à ce moment-là. Ouais, c'est ça. D'accord, Sylvie, mais c'est super. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Le mot de la fin? Oui, le mot de la fin. Alors moi, je voudrais dire aux parents de croire en leur enfant. Parce que tous, ils ont la capacité en fait de rebondir, de choisir leur vie aussi. Donc des fois, on se met des barrières en tant que parents, mais peut-être aussi parce que les écoles nous mettent aussi peut-être des barrières. Et donc, croire vraiment dans la capacité de son enfant. Même s'il a des difficultés, il y arrivera avec certainement des stratégies, avec des méthodes de contournement, mais peu importe le temps, peu importe voilà, la stratégie, le tout c'est qu'il y arrive et surtout qu'il soit heureux. Parce que c'est ça en fait, en tant que parent, on veut ça, c'est vraiment. Exactement. Donc je pense que voilà, ça serait mon mot de la fin, croire en son enfant. C'est ça. Parce que souvent, quand ils n'y arrivent pas, il y en a malheureusement, ils ont tendance à le rabaisser. Et les rabaisser, ça ne les fait pas progresser. À aucun moment ils vont progresser, tandis que si on les met en confiance, ils vont montrer quoi ils sont capables. Hein. Ouais. Mais c'est très important ça pour... Non, mais c'est vrai que c'est important de les porter, d'être dans un cadre bienveillant, confiant. Il y a des choses qui se déclenchent rien que quand on est porté en fait. Mais même nous en tant qu'adultes, mais c'est sûr. Quand on est entouré par des gens qui sont bienveillants vers nous, etc., on a confiance. Voilà, on a confiance et c'est un cercle vertueux quoi. Voilà, et le positif amène le positif. Donc voilà, donc c'est quelque chose de vraiment très important de croire en son enfant parce qu'on nous met beaucoup de barrières. On nous dit voilà, c'est dyspraxique, il ne fera jamais ceci ou cela. Voilà, il faut arrêter avec ça. C'est faux. Voilà. Donc si vraiment c'est sa passion, qu'il a envie de faire tel ou tel métier, il faut penser, il faut trouver des stratégies, il faut trouver peut-être des écoles aussi, parce que des fois il faut changer d'école tout simplement, parce que les écoles des fois c'est pas la bonne, c'est comme ça, et voilà. Hein. Et puis les ergots, ouais. Ouais, c'est super Sylvie. Merci beaucoup pour ce merveilleux interview. Merci Agnès. Merci. Et puis à bientôt sur le Sauvé. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.